Bien, merci pour la présentation, Roxane. Je suis très heureuse. Merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours un privilège de pouvoir présenter des résultats de recherche. On aime ça, donc ça fait partie des parties très agréables de notre travail. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître que nous sommes sur les territoires traditionnels non cédés de la nation Kanien'kehá:ka, les Mohawks. Donc, je les remercie de nous permettre de naître, grandir, vivre et transmettre des résultats de recherche sur leur territoire. Je m'intéresse beaucoup, en fait, je travaille en santé autochtone avec des communautés. Donc, c'est une chose qui est importante de reconnaître le territoire sur lequel on se trouve. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler un peu d'équité en santé. Donc, avant de présenter les résultats, je pensais que c'était une bonne idée de vous situer un petit peu où est-ce qu'on en est en termes d'équité en santé dans notre grand système de santé canadien. Donc, il y a eu, et même dans le monde, là, on a eu plusieurs appels à l'action pour que les systèmes de santé mondiaux et nationaux favorisent davantage l'équité ou le promouvoient d'une façon plus évidente, là, que l'équité en santé devienne une priorité stratégique dans nos organisations de santé. Quand on parle d'équité, en fait, ça implique qu'on veut offrir plus de services aux gens qui en ont le plus besoin. Donc, ça nous semble logique, mais au niveau de l'opérationnalisation, c'est peut-être pas toujours évident. L'équité est encore aujourd'hui beaucoup traitée comme un résultat qui est souhaitable, mais non essentiel à la qualité des soins. L'équité n'a pas reçu autant d'attention, par exemple, là, que d'autres types d'amélioration de la qualité des soins et services de santé. Là, notamment, on peut parler de la sécurité des soins, leur efficacité, leur efficience. On parle beaucoup aussi des soins centrés sur le patient, mais l'équité est souvent reléguée à un second rang ou occupe une position que je qualifie un peu de philosophique, en fait. On a des grandes orientations qui visent l'équité, mais au niveau opérationnel, c'est pas tout à fait concrétisé. Même si on comprend les inéquités en santé comme étant là, produites par une distribution inéquitable des déterminants sociaux de la santé et des inéquités structurelles, les stratégies qui visent à réduire les inéquités sont souvent des stratégies qui sont au niveau individuel. On va parler beaucoup du développement de la compétence culturelle des professionnels de la santé, par exemple, pour lutter contre la discrimination systémique. On va parler aussi, quand on parle des peuples autochtones, on va parler de la sécurisation culturelle des soins et services. Donc, on demeure beaucoup dans des stratégies individuelles jusqu'à maintenant. On constate aussi que même si certaines organisations ont des missions orientées vers l'équité, veulent offrir des soins axés vers l'équité, et même si on forme les professionnels de la santé justement à la compétence culturelle ou à la sécurisation culturelle ou à une approche de soins orientée vers l'équité, bien, on voit que les pratiques organisationnelles et les pratiques professionnelles demeurent influencées par les grands discours dominants qui sont véhiculés dans la société. Donc, quels sont ces fameux discours? Donc, on peut voir que le manque d'attention qui est accordé à l'équité comme une priorité stratégique reflète les discours qu'on entend et qui guident en fait les pratiques organisationnelles et professionnelles dans les systèmes de santé. Donc, un discours, en fait, c'est une manifestation d'une idéologie. Ça fait partie de la conscience collective et individuelle et de façon importante, et c'est ce qui m'intéressait ici dans cette étude-là, l'équité, les discours vont vraiment influencer les actions. Donc, quand on parle de discours dominants dans les systèmes de santé, on va beaucoup parler d'individualisme libéral et on a beaucoup le discours égalitaire, là, surtout au Canada, avec l'universalité des soins du système de santé canadien. Donc, ces deux discours-là sont particulièrement proéminents et renforcent la croyance que tous les individus ont la même agentivité ou la même capacité d'agir. C'est-à-dire que peu importe le contexte, les individus sont responsables de leur comportement de santé et de leur position sociale. Si vous pensez aux pratiques de soins ou à la façon dont les organisations sont organisées ou structurées, on traduit cette idée-là par traiter tous les gens de la même façon. Donc, offrir le même soin à tous les gens, comme ça on est sûr de ne pas discriminer ou on est sûr
d'offrir, en fait, le meilleur à tout le monde. Offrir le meilleur à tout le monde, ça ne répond pas nécessairement aux besoins de nos populations. Donc, c'est là qu'on manque un petit peu là, le bateau de l'équité à ce niveau-là, puisque quand on a une pratique orientée vers l'équité, on veut donner davantage aux gens qui en ont le plus besoin, puis les gens qui en ont le moins besoin, bien, évidemment, ils ont moins, on a besoin de moins donner à ces gens-là. Donc, c'est pour ça que l'esprit ou les discours égalitaires sont plus ou moins en faveur de l'équité dans la traduction en action. On a différents discours aussi culturalistes et racialisants qui sont encore bien présents là, dans le système de santé, qui mettent l'emphase sur des représentations parfois stéréotypées ou réductrices des populations culturelles ou racialisées. Et ces discours-là vont venir influencer souvent de façon inconsciente là, les pratiques professionnelles. On a le discours axé sur l'efficience aussi qui est très présent dans les systèmes de santé et qui dicte aussi comment les soins sont organisés. Hein. Si on pense au nombre d'infirmières par patient qu'on devrait avoir sur une certaine unité, on pense aussi au temps passé avec chaque patient selon les différents actes qu'on pose. Donc, tout ça fait partie du discours sur l'efficience. Par contre, il faut comprendre que les discours en soi ne sont pas problématiques, c'est plus comment on les met en action qui peuvent entrer en contradiction avec des orientations d'équité ou quand on veut offrir des soins axés sur l'équité. Donc aujourd'hui, dans le fond, même si l'équité est peu visible dans les priorités stratégiques pour le moment, ou demeure un certain idéal philosophique, puis que certains discours dominants peuvent agir et créer des tensions, justement, là, entre nos volontés d'équité et les soins qui sont offerts et les services. On voit qu'il y a plusieurs initiatives locales, puis des organisations qui s'engagent de façon formelle à offrir des soins et des services équitables et qui ont documenté leur processus. Par contre, ce qui est moins documenté, c'est les défis que ces organisations-là rencontrent parce qu'elles sont un peu marginales dans le système de santé canadien, dans notre cas ici. Donc, les défis que ces organisations rencontrent là, dans disons, le choc et les tensions que peuvent créer les différents discours là, au niveau organisationnel. Donc, une attention particulière au langage puis aux discours qui produisent et reproduisent les iniquités permet de faire ressortir ces défis-là. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, de présenter les résultats d'une analyse critique des relations entre les discours dominants, les pratiques de soins de santé, et on parle de pratiques organisationnelles et pratiques professionnelles, dans 4 cliniques canadiennes de soins de santé primaire qui ont un engagement philosophique explicite, là. Donc, c'est visible dans leur philosophie, dans leur structure et dans leurs pratiques organisationnelles en faveur de l'équité en santé. Donc, je n'ai pas fait ça tout seul. Encore une fois, comme dans la majorité des grands projets de recherche, il y a beaucoup de gens impliqués. J'en ai pas mis la liste là, mais si vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur le projet, je vous invite à aller voir le site Equip Healthcare. C'est un site très élaboré. Donc, on a commencé avec une étude longitudinale qui a duré 5 ans, qui vient tout juste de terminer, qui a été financée par les IRSC. Donc, cette étude longitudinale-là était dirigée par Annette Brown de l'Université de la Colombie-Britannique. Et cette étude-là a donné naissance à une autre étude qui se passe dans les urgences de la Colombie-Britannique aussi, qui est dirigée par Colleen Varco. Donc, c'est à travers ce travail dans ces projets-là que cette analyse a eu lieu, en fait. Donc, il y a une grande étude longitudinale qui a duré 5 ans, qui visait justement à améliorer la capacité des organisations à offrir des soins axés sur l'équité en modifiant les structures, les politiques et les pratiques pour remédier aux iniquités structurelles. Donc, dans le cadre de cette étude-là, c'était une étude participative. Et puis, il y a eu une intervention qui a été développée, mise en œuvre et évaluée au niveau de 4 cliniques, donc 2 en Colombie-Britannique et 2 en Ontario, qui avaient déjà une mission très forte de soins et de services axés sur l'équité. Donc, ces cliniques-là servent en général entre 1300 et 7000 patients par année. Et la majorité des patients desservis vivent des défis d'accès aux soins, des défis sérieux d'accès aux soins, puis sont affectés là, de façon très significative par des iniquités structurelles diverses. Là, et voilà, donc
peut-être pour vous situer davantage, dans ce projet-ci, on définissait les soins de santé axés sur l'équité comme étant composés là, de 3 grandes dimensions. Donc, on disait que les soins étaient sensibles au traumatisme et à la violence, qui étaient adaptés au contexte et qui étaient culturellement sécurisants. Donc, à partir de cette conceptualisation-là, puis si vous voulez en apprendre davantage aussi, j'ai les références à la fin de la présentation qui pourront vous nourrir davantage si vous avez besoin de plus d'informations sur ces définitions puis sur les projets, là. Donc, à partir de cette conceptualisation-là, les soins de santé axés sur l'équité visent vraiment à diminuer l'impact des traumatismes et de la violence structurelle, à diminuer l'impact aussi des formes multiples de discrimination, de stigmatisation, et aussi à diminuer l'impact de la distribution injuste des déterminants sociaux de la santé. Donc, à travers le grand projet, on a réalisé 31 entrevues en profondeur avec les membres du personnel des cliniques. Et ces cliniques, en fait, on a inclus là, dans les entrevues et même les participants généraux de la grande étude étaient autant les gens qui travaillaient à la réception que les gens qui faisaient le nettoyage des salles à la clinique, que les professionnels de la santé et les gestionnaires des cliniques, les membres du conseil d'administration aussi. Donc, on avait vraiment un éventail assez élargi là, des gens qui étaient impliqués dans chacune des cliniques. Donc, on avait médecins, infirmières, pharmaciens, travailleurs sociaux, nutritionnistes, gestionnaires, réceptionnistes. Et les gens avaient une très grande diversité d'expériences. Les gens avaient travaillé là dans les cliniques de 6 mois à 25 ans. Donc, on avait un très grand écart là, à ce niveau-là. Donc, l'analyse de ces entrevues-là a été réalisée à partir de perspectives théoriques critiques et aussi des principes d'analyse critique de discours de Fairclough. Donc, c'était une analyse qui était vraiment non linéaire. Puis, l'idée, c'était de faire ressortir, dans cette analyse qualitative des entrevues-là, de faire ressortir les défis qui étaient rencontrés par les membres du personnel, puis les stratégies qui étaient employées justement pour gérer là, les tensions entre les discours dominants du système de santé et leur mission justement là, d'offrir des soins et services axés sur l'équité. Donc, il y a eu, comme c'est une analyse critique de discours, il y a eu une attention particulière qui a été accordée aux mots que les gens utilisaient pour parler de leur pratique et de leur organisation. On essayait de faire ressortir aussi les contradictions, les présuppositions aussi, puis les relations de pouvoir qui pouvaient être plus subtiles là, à travers les discours qui ont été analysés. On en vient à la partie excitante de tout ça. Donc, l'analyse a fait ressortir que les discours dominants sont vraiment reflétés dans les pratiques organisationnelles et professionnelles à travers le langage qui est utilisé, à travers les mots qui sont utilisés aussi là, dans les politiques et les différents documents là, que les cliniques avaient en main. Et on a remarqué que, ça, c'était pas une surprise, bien sûr, mais on a remarqué que certains discours qui provoquaient des tensions, justement, entre l'opérationnalisation des valeurs, des buts et philosophies axées sur l'équité au niveau du personnel, mais aussi au niveau de la clinique. Donc, 3 thèmes ont été issus de cette analyse-là. Le premier, être l'autre dans le système de santé, c'est qu'il y avait un fort sentiment qui ressortait des entrevues d'être exclu du système de santé globale de la région où se trouvait chacune des cliniques. Donc, les cliniques ou les participants se sentaient exclus tant de façon matérielle que professionnelle. Puis, ça créait justement des pressions sur les professionnels de la santé. Et là, on pouvait voir que, justement, être l'autre dans le système de santé puis opérer dans les marges du système de santé influençait aussi la façon dont les pratiques cliniques étaient structurées, comment les professionnels de la santé pratiquaient, ce qui contribuait justement à mettre en marge l'équité des pratiques cliniques aussi. Puis justement, pour naviguer à travers les différents discours dominants et la volonté d'offrir des soins axés sur l'équité, bien, on avait beaucoup d'imagination, puis on développait des approches hybrides de soins.
Donc, les participants nous ont fait part de certaines gymnastiques intellectuelles pour réussir à offrir des soins de santé équitables, un peu malgré là, le système dans lequel ils se trouvaient, puis les discours plus dominants qu'ils retrouvaient. Donc, je vais les prendre un par un. Être l'autre dans le système de santé, là, vous allez voir, c'est une analyse critique de discours. Donc, je n'ai pas traduit les mots parce que je trouvais que c'était important qu'on ait les mots dans lesquels les gens se sont exprimés. Par contre, je vais le traduire à voix haute là, pour les gens qui sont moins à l'aise puis qui n'ont pas envie de le lire aussi. Mais des fois, c'est intéressant aussi de voir quels mots les gens utilisent pour décrire leur pratique. Donc, les participants, comme je vous disais, ont vraiment exprimé là, un fort sentiment d'être exclus du système de santé. Quand ils parlaient du système de santé générale, ils disaient outside world, out there. Tout était comme un peu à l'extérieur de leur pratique. Le système de santé était vraiment à l'extérieur dans leur vocabulaire même. Ils s'exprimaient aussi dans ces termes-là pour parler de leur propre population, donc la population qui était desservie par la clinique. Donc, comme je vous disais tantôt, les cliniques servent des populations, ces cliniques-là servaient des populations qui étaient souvent non rejointes, mal desservies par le système de santé. Donc, ils décrivaient leur population comme étant spéciale versus une population générale ou moyenne. Donc, cette espèce de caractère unique-là de leur population a été répété là, à plusieurs reprises. Puis le caractère unique aussi des soins qui étaient offerts par la clinique était mentionné très souvent, en opposition à la rigidité du système qui leur permettait souvent pas de référer des patients. Donc, on a une infirmière ici qui dit que pour référer des patients à la clinique de la douleur, parce que, bon, à la clinique, il n'y avait pas toute l'expertise nécessaire non plus pour soigner tout, pour être complètement autonome d'un système de santé, là. Donc, pour référer un patient à une clinique de la douleur à l'hôpital, c'est presque impossible. Il y a énormément de documentation. Et puis, à la clinique de la douleur, dans ce cas-là, ils n'acceptaient pas les gens qui avaient des problèmes de santé mentale sérieux et importants, et ceux qui étaient utilisateurs de drogue ou d'alcool. Donc là, ça rayait peut-être presque l'entièreté de la population qui servait dans cette clinique-là. Donc, leurs patients n'avaient jamais accès à la clinique de la douleur. Donc, ça favorise, ça leur renforce justement le sentiment d'être exclus parce qu'ils offrent un soin, mais ils ne peuvent pas aller plus loin avec leurs patients parce que c'est impossible de les référer là, dans les ressources externes. Ensuite, ce qui était mentionné beaucoup aussi par les participants, c'était une prédominance des indicateurs de performance basés sur l'efficience. Donc, pour eux, ça créait des tensions justement entre la philosophie des services axés sur l'équité et les indicateurs de qualité. Encore là, c'est pas pour démoniser l'efficience ou les discours axés sur l'efficience, c'est vraiment ce qu'on fait avec ces discours-là qui devient problématique, du moins dans ce type de clinique-là. Donc, on avait une infirmière praticienne spécialisée qui nous mentionnait qu'à la fin de la journée, il faut qu'elle ait vu X nombre de patients parce que sinon, sa pratique n'est pas valorisée. Puis, c'est comme si la clinique, ça ne valait pas la peine que la clinique paye pour une IPS si elle ne pouvait pas voir tant de patients. Donc, son emploi était mis en péril là, à ce moment-là avec les indicateurs de qualité que la clinique devait suivre pour rendre des comptes justement au niveau supérieur puis garder son financement. Donc, le sentiment d'être exclu, comme je vous disais plus tôt, était aussi traduit justement dans les pratiques cliniques. Donc, les professionnels finissaient par reléguer eux aussi l'équité de façon inconsciente là, à la marge de leur pratique quotidienne. Donc, on voit bien qu'il y avait une perspective compartimentalisée de leur rôle professionnel en regard de l'équité. Donc, il y a une infirmière qui mentionne ici, c'est difficile disons, d'offrir des soins sensibles au traumatisme quand je suis juste en train de donner des soins généraux. Donc, on voyait ici qu'il y avait vraiment là une compartimentalisation parce qu'elle comprenait que des soins axés sur l'équité devaient nécessairement tenir compte des traumatismes et des violences structurelles, mais ne voyait pas comment, en faisant par exemple un soin de plaie, elle pouvait intégrer ce type de soins-là dans sa pratique. Donc, c'était difficile pour elle
d'imaginer comment l'équité pouvait être incluse à même sa propre pratique quotidienne, là. Ensuite, on voyait beaucoup dans ce qu'ils disaient ou quand ils parlaient de l'équité, ils séparaient beaucoup leur engagement envers l'équité de leur rôle professionnel. Ils parlaient d'une pratique extra. C'est vraiment comme si elle ne faisait pas partie de la pratique là, de tous les jours, mais était toujours un petit peu en surplus d'une pratique quotidienne. Et ça, c'était pas seulement visible pour les professionnels de la santé, mais c'était aussi visible dans les politiques puis les structures des cliniques. Donc, les participants ont beaucoup exprimé là, un manque de soutien, certains un manque de soutien des gestionnaires immédiats même de la clinique, et d'autres aussi exprimaient que leur conseil d'administration ne comprenait pas quel type de soins ils offraient, puis pourquoi ils se butaient à vouloir offrir des soins à des clientèles qui ne semblaient pas respecter justement là, les règles de la clinique ou des choses comme ça. Donc, il y avait vraiment, encore une fois, là, des tensions entre la perception des gens plus de l'administration puis de la gestion versus les pratiques puis la volonté de vouloir offrir des soins là, axés sur l'équité. Bon, tout en voulant offrir des soins axés sur l'équité, les membres du personnel vivaient justement tous les jours là, les impacts des discours axés sur l'égalité, de discours culturalistes, racialisants. Il y a aussi tout le volet là, des modèles de soins biomédicaux qu'on n'a pas encore abordé, mais qui était très fort dans les entrevues, qu'on voyait beaucoup ressortir. Donc, tout ça a vraiment amené les membres du personnel à développer des approches hybrides de soins. C'est-à-dire que l'attention entre les discours et la volonté d'offrir des soins équitables nous donnait vraiment une approche un peu hybride. Donc, il n'y avait pas... on essayait de voir, est-ce qu'il y a une approche purement orientée vers l'équité? Est-ce qu'on est capable de décrire ce type de soins-là? Qu'est-ce qu'on retrouve quand on veut avoir une pratique axée sur l'équité? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, dans ces cliniques-là, on n'a rien retrouvé de purement équité, mais on a trouvé plutôt une combinaison complexe là, des différents discours qu'on retrouve. Et ça donnait une certaine richesse là, à la pratique qui permettait en fait de répondre à la réalité des exigences du système de santé, mais aussi répondre à la réalité qu'on avait une population qui était mal desservie. Donc, les participants ont beaucoup mentionné là, vouloir contrer les discours égalitaires, justement, comme je vous mentionnais un petit peu plus tôt, de dire on donne les mêmes soins à tout le monde parce qu'ils réalisaient bien que, en particulier, la population qui était, dans le fond, que la clinique desservait, était très mal desservie par ce type de mentalité-là, d'offrir à tous la même chose. Donc, ils étaient très à l'écoute là, des besoins de la population de leur clinique et tentaient vraiment d'aller de façon très ciblée développer des interventions pour attirer les gens à la clinique puis pouvoir les traiter finalement. On a, malgré tout, là, même si dans les entrevues, on entendait beaucoup les gens parler qu'il fallait demeurer toujours attentif à nos présuppositions, à nos préjugés par rapport aux communautés culturelles ou aux communautés racialisées. On a encore une persistance des discours fondés sur la race dans les discours des membres du personnel. Donc, ici, il y avait une gestionnaire qui s'est exprimée puis qui disait... Dans le fond, on pense tous qu'on est très sensible aux différences raciales. Par contre, on n'est peut-être pas aussi sensible qu'on le pense. Elle dit parce que, par exemple, regarder quelqu'un directement dans les yeux, je ne sais pas moi comment ça peut être perçu d'une race à l'autre. Donc, vous voyez qu'on est encore dans les discours très fondés sur la race, donc un comportement est fondé sur la race et tout ça. Donc, ça demeurait là, au fond des préoccupations tout de même. Donc, on était encore dans ces discours-là. On avait aussi une prédominance des modèles de soins biomédicaux. Puis, j'avais trouvé ça intéressant parce qu'il y a un certain médecin qui nous avait dit, bon, j'essaie d'aider quelqu'un là, à gérer sa douleur chronique. Mais comment je peux faire pour faire ça avec les outils que j'ai présentement? La façon dont la médecine est organisée, les structures actuelles ne me permettent pas d'aider mon patient à gérer sa douleur chronique. Et là, il faisait référence
à toute la réglementation qu'il doit suivre comme médecin pour la prescription des opioïdes. Donc, il voyait que son ordre professionnel ne lui permettait pas de prescrire des opioïdes à quelqu'un qui avait une histoire d'utilisation de drogue. Donc, il y avait tout un... C'était très difficile pour lui là, de porter le double chapeau là, de médecin professionnel qui suit les recommandations de son ordre professionnel, mais de médecin qui veut aussi répondre aux besoins de ses patients utilisateurs de drogue, mais qui ont aussi besoin de gérer leur douleur chronique. Donc, il y avait toute cette espèce de tension interne là qu'on pouvait voir et on voyait la limite justement là, que le modèle biomédical lui amenait à lui. Donc, malgré les barrières là, qui ont été mentionnées justement par rapport au discours puis aux tensions que ça peut lever par rapport à l'équité, on a aussi vu des initiatives intéressantes. Comme on a parlé des discours sur l'efficience un petit peu plus tôt, bien justement, on a des indicateurs de performance à respecter dans les cliniques. Donc, ils ont beaucoup de données qui sont recueillies pour faire des rapports à chaque année puis justifier les activités de la clinique et déterminer justement quel budget ira à la clinique et quel budget n'ira pas à la clinique. Eh bien, ces données-là ont été utilisées énormément pour documenter comment les interventions axées sur l'équité desservaient bien les patients puis comment il y avait des excellents résultats de santé avec ces interventions précises-là. Donc, ils ont réussi, la plupart des cliniques ont réussi d'année en année à avoir un budget plus grand pour des innovations cliniques, pour développer des nouvelles interventions qui répondent davantage aux besoins de leur population à partir des données qu'ils devaient recueillir de toute façon pour rendre des comptes justement là, pour ce qui est du financement là, de leur clinique. Donc, on voit qu'ils ont vraiment utilisé là, tout le volet efficience d'une clinique pour démontrer que oui, nos actions sont efficientes, on a des résultats de santé, on fait mieux avec moins même, on n'a pas besoin davantage de sous, on a juste besoin qu'ils soient mieux dirigés. Donc, il y avait vraiment une belle mobilisation, puis même de l'équipe entière là, de la clinique pour développer des innovations, puis trouver une façon de rendre ces innovations-là pérennes par le financement. Voilà. Donc, en gros, disons qu'il y a plusieurs grandes conclusions qui ont été tirées là, de cette analyse-là, mais on peut dire que dans le cadre de cette étude-là, on a trouvé que l'équité en santé était encore comprise comme un complément aux soins, était peu reconnue à travers les structures et les politiques organisationnelles et systémiques actuelles, malgré là, la forte volonté d'être axée sur l'équité. On est encore dans un complément, dans un extra. Il y a des indicateurs de performance qui reflètent peu, pour l'instant, les discours relatifs à l'équité et qui peuvent contrer les efforts de réduction des inéquités. Par contre, on a vu qu'on peut aussi utiliser ces indicateurs de performance-là à notre profit quand on est axé vers l'équité. Donc, la persistance des discours fondés sur l'égalité, la race, la culture, même dans un contexte de soins axés sur l'équité, on voit que c'est encore là, donc on a encore du travail à faire de ce côté-là hein, quand on pense à la discrimination puis au racisme systémique. Ce sont des grands enjeux qu'on ne peut pas régler sur un projet de 5 ans. Là. Donc, c'est toujours là, malgré la grande volonté puis la compréhension aussi de ce que c'est l'équité, on a encore la persistance de ces discours-là. Et je suggère des points de discussion au cas où vous en manquiez, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'y répondre. C'est des questions que je me pose aussi présentement. Donc, à la suite de cette analyse-là, est-ce que c'est possible de faire passer l'équité en matière de santé d'un complément aux soins habituels à un aspect intégral et fondamental des soins et services de santé? Il y a certains discours en apparence contradictoires. Est-ce qu'ils peuvent être mobilisés pour promouvoir l'équité en santé et comment? Puis, quels pourraient être des indicateurs de performance cohérents avec une perspective de soins axée sur l'équité? Voilà quelques questionnements qui sont soulevés après cette analyse. Et puis, la liste des références qui a été incluse, je vous invite, si vous voulez en savoir davantage là, sur le projet plus large, puis aussi ce qui se passe dans l'équipe ces temps-ci, parce qu'on n'a pas fini, on termine en 2022, je pense. Donc, on a les 3 articles de Brown là, qui donnent un bel aperçu, puis le site web aussi
que vous avez vu là, au début de la présentation, qui peut vous donner davantage d'informations sur l'idée générale, les soins orientés vers l'équité. Puis il y a aussi des modules de formation sur les soins et services axés sur l'équité qui sont gratuits en ligne sur le site web. Je ne l'ai pas mis là, mais Equip Healthcare, si vous googlez ça, vous allez certainement trouver quelque chose. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.